Outside In, le podcast qui parle de leadership conscient, par Margot Blanc. Bienvenue dans cet épisode spécial d'Outside In, le podcast pour les leaders en quête de sens et de justesse. Je suis Sophie Sonati, coach marketing et business incarné, et aujourd'hui je suis derrière le micro d'Outside In car c'est Margot qui passe derrière la caméra. Margot, c'est la fondatrice de ce podcast, mais c'est aussi la coach référente des leaders qui cherchent à remettre du sens dans leur vie et dans leur job. Car s'il y a bien un parcours qui doit vous inspirer, c'est le sien. En plein Covid, et alors qu'elle a un job de rêve dans la pharma, Margot a fait le pari de tout quitter. Un titre qui en jette, vous savez, celui qu'on est fier d'afficher sur LinkedIn. 4 500 € de salaire net, bref, une vie confortable, mais qui l'a laissée vide à l'intérieur. Car au fond, elle ne s'y est jamais sentie à sa place. Margot, dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu sois restée si longtemps dans un job qui ne te nourrissait pas ? Merci Sophie déjà de prendre ce rôle aujourd'hui. Et cette question, elle est vraiment essentielle. Et en fait, elle démontre qui j'étais et de quoi j'ai besoin de me libérer pour oser faire ce pas. Parce que rester dans quelque chose qu'on connaît, c'est facile. Le quitter, c'est parfois douloureux, ça fait extrêmement peur. Et j'étais bien tranquille dans le petit chemin tout tracé par mon éducation, mes parents, par l'école de commerce. Donc en fait, je ne pouvais pas remettre en question quelque chose pour lequel j'avais travaillé si dur à travers mes études, à travers tous les postes que j'ai eus avant. Et donc l'idée de me dire que je m'étais trompée de voie était inconcevable pour moi. C'est intéressant parce que tu parles d'un chemin tout tracé. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? C'est un peu l'histoire qu'on se raconte, en fait. Moi, à partir de mes 15 ans, mes parents m'ont dit « Tu feras du commerce, tu seras commercial, t'es doué dans le commerce ». Et donc, j'ai grandi avec cette image de moi qui m'allait très bien, d'être cette fille aînée qui allait faire comme son père, qui allait réussir en entreprise. Et je me suis raconté cette histoire encore et encore. J'avais vraiment envie de faire plaisir à mon entourage et je pensais profondément me faire plaisir à moi, je pensais vouloir ça. Et donc, pour moi, c'était tout tracé. Donc, école de commerce, on m'avait dit il faut une grande entreprise et un CDI. J'ai obéi, j'ai eu ma grande entreprise, j'en ai même fait plusieurs, j'ai eu mes CDI, j'ai eu mes beaux salaires. Et ça a été très dur pour moi de réaliser qu'en fait, ça ne me menait pas du tout au bonheur et que plus j'avançais, moins j'étais heureuse. Et comment tu te sentais quand tu étais justement dans ce job corporate ? Est-ce que tu peux, si tu te remets dans la peau de la Margot en corporate, comment elle se sentait, comment elle commençait sa journée ? Moi, J'adore. Donne-moi des détails. Alors, ça dépendait vraiment des jours et des projets et des postes, des départements dans lesquels je travaillais. Il y a quelque chose qui m'a aidé à tenir, c'était mon arrogance. J'ai eu beaucoup d'arrogance, pour cacher en fait le mal-être parfois. Donc, j'allais beaucoup jouer sur cette femme puissante qui avait ses responsabilités, qui avait ce salaire, qui avait cette reconnaissance. C'est vrai que quand autour de toi, tes amis sont là, waouh, ta carrière, ta famille, tout le monde t'en parle, te dit, oh, c'est impressionnant ce que tu fais, en plus c'est en allemand, tu vis pas en France, tu parles d'autres langues. Donc, ça venait nourrir ce côté un peu égotique qui était aussi vraiment une super protection. Et donc, en fonction des jours, soit je mettais vraiment mon costume de superwoman du corporate qui allait sauver le monde, soit j'étais au fond du gouffre. Et donc là, c'était plus difficile. Ça dépendait vraiment des journées. Et tu te disais quoi quand tu étais au fond du gouffre ? Pour continuer, j'entends. C'est intéressant. Je cherchais beaucoup la faute à l'extérieur. C'était toujours la faute de mon chef, de toute façon, ça pouvait pas être la mienne. Et donc, c'était « je suis incomprise, on voit pas tout ce que je peux apporter, on me donne pas la promotion que je pense mériter, personne ne me prend assez en compte pour qui je suis ». Donc, il y avait beaucoup cette dualité entre la femme hyper puissante qui voulait écraser quelque part, qui pensait que pour réussir, fallait écraser les autres, et en même temps, la femme qui était pas à sa place, mais donc qui se victimisait de dire « c'est mon chef, c'est ma collègue, personne me comprend ». Et aujourd'hui, je le dis en me moquant un peu de moi, mais au final, j'ai beaucoup d'affection pour cette moi du passé qui était perdue et en grande souffrance de pas comprendre pourquoi elle était pas bien, alors que vraiment, sur le papier, ma carrière, ma vie, c'était une vitrine Instagram, quoi. Je faisais des beaux voyages, je faisais des bons restos, j'avais vraiment ce salaire qui me permettait tout, mais j'étais mal. Et en plus, comment tu veux expliquer un mal-être alors qu'on t'a dit « c'est ça le chemin, c'est ça ce chemin qui va te rendre heureuse ». Donc, c'était une énorme dissonance que j'arrivais pas à comprendre toute seule. Et quand est-ce que tu as compris que... Quel a été l'élément déclencheur, en fait ? Quand est-ce que tu as compris que c'était pas ça, en fait ? Donc, comme je suis très têtue, j'ai pas voulu comprendre. J'ai eu plusieurs éléments déclencheurs.
beaucoup d'insatisfaction dans mon job. On m'a fait changer d'équipe plusieurs fois parce que ça allait pas avec mon équipe, ça allait pas avec mon chef. Donc, il y avait plusieurs éléments extérieurs qui montraient que ça allait pas. Et j'aurais pu me réveiller plus tôt, mais j'étais vraiment têtue avec cette idée de il faut que j'arrive à l'étape d'après pour aller mieux. Et c'est mon corps qui m'a fait comprendre que ça allait pas. Vraiment, mon corps, j'avais des douleurs mais monstrueuses à me réveiller la nuit, de douleurs dans le dos. J'avais des migraines, j'étais pas bien. Et en parallèle de ça, j'essayais d'avoir un enfant. Et ça ne marchait pas, alors que physiquement, tout allait bien, tous les tests de santé étaient bons. Et donc, il y a un moment dans ma tête, je me suis dit, le problème vient sans doute de comment tu travailles et de comment tu vis ta vie professionnelle, plutôt que de ton corps. Et j'ai été en colère. J'ai été tellement en colère que mon corps me force à choisir entre mon désir de grossesse et ma carrière que je pensais vouloir plus que tout. Et ça a créé une telle dissonance que j'ai vrillé. À un moment, j'ai explosé en plein vol de douleur, de trop plein. Et tout s'est arrêté en fait du jour au lendemain parce que j'avais tiré trop longtemps sur la corde. Qu'est-ce que tu entends par tout s'est arrêté du jour au lendemain? Je me suis mis en arrêt maladie parce que j'avais tellement mal partout. Et c'est la première fois de ma vie que je prenais un arrêt maladie. Donc j'avais 30 ans passés, premier arrêt maladie. Et là, je m'arrête, je me fais arrêter pour 2 semaines. C'était pour moi impensable de faire ça. Et plus la fin des 2 semaines arrivait, plus j'étais en panique à l'idée de retourner dans ce job, à l'idée de recommencer en fait à travailler pour ce chef que j'aimais pas du tout, pour cette équipe où je me sentais pas bien. Et je me disais, mais personne va vouloir me réarrêter. J'avais en plus l'impression que les médecins allaient pas être d'accord avec moi. Donc je me suis dit, c'est à moi de prendre la décision. Et ça venait de l'intérieur en fait. Soit je m'arrête, soit mon corps va m'arrêter encore plus violemment que les douleurs que j'ai déjà. Mais qu'est-ce qui t'a fait choisir du coup le choix de l'entrepreneuriat, le choix d'être coach, comme tu l'es aujourd'hui, plutôt que de t'arrêter et peut-être de retrouver une position similaire dans une grosse entreprise similaire? Enfin, qu'est-ce qui a fait que à un moment tu t'es dit non, c'est pas ce chemin en fait que j'ai envie de suivre? En fait, ce qui s'est passé, c'est quand je me suis arrêtée, j'ai donc tout quitté, j'ai posé ma démission du jour au lendemain sans avoir de plan B. C'est la première fois de ma vie que je m'arrêtais, en fait, parce que quand tu fais tes études, tu as tes stages. Donc, en gros, depuis mes 18 ans, j'avais pas eu de pause et pas de moment pour me poser de questions. Et là, j'ai fait une pause de 7 mois. J'ai redécouvert qui j'étais, j'ai redécouvert la vie. J'ai réalisé que j'avais pas besoin de consommer autant de sucre ni autant d'alcool, qu'en fait, j'en avais pas besoin quand j'étais dans un quotidien plus calme, plus serein. Et pendant toute cette période, il y a plein de choses qui ont commencé à émerger, hein. J'ai pu relire des livres, j'ai pu prendre du temps pour me faire accompagner. Et j'ai commencé à entendre en fait la petite voix à l'intérieur qui me soufflait que le corporate, c'était pas pour moi et que ça avait jamais été pour moi, que j'avais essayé et que j'avais plein de très beaux costumes qui m'allaient très bien, mais dès que je les enlevais, je m'effondrais en fait. Donc c'était en permanence un monde où je devais me suradapter pour paraître d'une certaine manière. Et dès que je sortais du rôle, il y avait vraiment un effondrement physique qui allait pas du tout. Et ça a été tout un processus, mais j'ai pas tout de suite pris le chemin de l'entrepreneuriat. En fait, j'ai pris le chemin de l'entrepreneuriat et j'ai repris un CDI parce que j'avais pas le courage encore de lâcher complètement le confort du CDI et mes 30 ans de je dois être dans une grande entreprise avec mon CDI. Et quel a été le premier accompagnement? Parce que tu t'as nommé que tu t'es fait accompagner. Quel a été le premier accompagnement ou le premier sujet sur lequel tu as voulu travailler pour te sentir mieux? On en revient à cette envie d'enfant qui était très très forte et donc cette colère en moi contre mon corps de me faire choisir entre mon job et mon désir d'enfant. Et quand j'ai quitté ce job, je suis allée travailler là-dessus, mais à ma manière, parce que j'avais déjà essayé les psys, j'avais déjà essayé plein de choses, mais c'était pas ça. Et donc, je suis partie faire des recherches transgénérationnelles sur l'histoire de ma famille, vu que, comme dans toutes les familles, il y avait plein de super secrets de famille dans la mienne. J'avais envie d'aller creuser pour comprendre d'où je venais, qui étaient mes ancêtres, qu'est-ce qui s'était réellement passé. Et j'ai commencé, grâce à Internet, grâce aux sites de recherche, à faire mon arbre généalogique pour découvrir qui était la famille de ma mère, dont on ne connaissait pas une partie, et comprendre d'où je venais. Parce que ça a toujours été une grande question, en fait, sachant que ma maman était née hors mariage, on ne connaissait pas son père. Et depuis qu'elle m'avait donné cette information à mes 16 ans, ça ne m'avait jamais quittée. Et là, pour moi, je suis partie rechercher tout ça pour essayer de comprendre, en fait, un peu qui étaient mes racines, d'où est-ce que je venais. Et ça a été une révolution intérieure de réaliser qu'en fait, bah, j'avais reproduit certaines choses, que mes sœurs reproduisaient aussi certaines choses de cette famille qu'on ne connaissait pas, et de me rendre compte que peut-être qu'il y avait quelque chose de plus grand derrière tout ça,
et que j'avais besoin de me connaître avant de pouvoir moi-même découvrir ce que j'avais envie de faire. Donc si je comprends bien, c'est vraiment ce travail en fait sur tes racines qui t'a permis de comprendre, peut-être pas entièrement qui tu étais, mais qui a été une grosse pièce du puzzle pour te comprendre toi. Oui, pour moi, j'ai vraiment cette croyance que si tu sais pas d'où tu viens et que tu essayes pas de comprendre d'où tu viens, ça crée une dissonance parce que notre ADN a des héritages. On voit aujourd'hui avec l'épigénétique qu'il y a des choses qui sont transmises. Et s'il y a des choses qui sont transmises, ça veut dire que parfois on va revivre des situations qui vont résonner avec des choses qui sont passées avant. Et donc, si tu comprends pas ce qui s'est passé avant, bah, parfois tu vas pas comprendre non plus entièrement qui tu es. C'est vraiment ma vision du monde. Et c'est une vision du monde qui, moi, m'a permis en fait de trouver ma place une fois que ma place avait été faite déjà dans mon arbre généalogique de qui sont mes ancêtres et pourquoi est-ce que la carrière était si importante pour moi aussi. C'était un peu chercher c'est quoi l'histoire autour de l'argent, c'est quoi l'histoire autour de la carrière, c'est quoi l'histoire autour de la place de la femme. Parce que quand ta maman est née hors mariage, en 1960, la place de la femme à cette époque, c'était pas. Déjà aujourd'hui, c'est pas facile, mais à l'époque, c'était vraiment pas évident. Donc, c'est sûr que pour moi, le sujet de la maternité, venant d'une maman qui est née hors mariage, avait un impact beaucoup plus grand que chez quelqu'un dont l'histoire serait peut-être plus banale. Et en allant démêler cette pelote de laine et comprendre toute la douleur que ma grand-mère a vécue, toute la douleur que ma mère a vécue, bah, j'ai pu aussi aller comprendre, moi, ma douleur dans le rapport à la maternité et donc me libérer de quelque chose. Et comme de par hasard, quand j'ai donné à ma mère les noms et les prénoms de ses frères et sœurs et que je lui ai demandé de les recontacter, 6 mois plus tard, je tombais enceinte de manière naturelle, sans aucun problème. Donc, comme quoi, hasard ou pas, j'y crois pas, il y a des choses qui se mettent en place une fois que tout le monde a retrouvé sa place. C'est beau. Et qu'est-ce qui a changé à partir du moment où... Parce que du coup, si j'entends bien, donc tu as fait tout ce travail sur toi, mais à côté, tu avais quand même été accompagné des personnes, il me semble, aussi à faire ce travail. Et tu avais encore ton CDI. Donc ensuite, tu es tombée enceinte. Et qu'est-ce qui a changé une fois que tu étais enceinte, une fois que tu savais que tu allais être maman? Ce qui a changé, c'est que tous les mensonges, entre guillemets, que je me racontais, hein, qui sont vraiment une protection personnelle, on a tous ces petits mensonges pour supporter notre quotidien. Le fait d'être enceinte et de savoir que j'attendais une petite fille, en plus, c'est venu me questionner sur qu'est-ce que je veux donner, qu'est-ce que je veux transmettre et c'est quoi l'exemple. Et dans mon cœur, j'ai toujours voulu être entrepreneur, j'ai toujours beaucoup écrit, j'ai retrouvé des carnets quand j'avais 21 ans d'entreprises que j'étais en train de créer, de dessins, de qu'est-ce que je pourrais faire, comment on pourrait sauver la planète en quelque sorte. Et là, avec cette grossesse, c'était vraiment cette question, c'est quoi l'image que tu veux renvoyer à ton enfant? Et en plus, en Allemagne, tu te retrouves avec 1 an de congé parental qui est imposé. Tu peux pas laisser ton enfant avant 1 an à la crèche. Donc, j'ai eu en plus une année entière avec mon bébé à me retrouver toute seule avec moi-même et à devoir me poser ces questions. Quel genre de quotidien je veux pour ma vie de famille, pour ma vie de femme, et en ayant vraiment conscience que j'ai besoin d'être utile et j'ai envie d'être utile. Et c'était plus possible pour moi d'être utile dans une grande entreprise corporate. J'avais besoin d'être utile à ma manière. Et donc, j'ai dû... Enfin, ça a été un processus, hein, mais comprendre ce que ça voulait dire pour moi, avoir du sens, être utile, servir, c'était très, très nouveau. Et en même temps, ça faisait tellement sens. Il y avait... Tout d'un coup, tu comprends que ça y est, il y a un autre chemin qui est possible. Et quand tu acceptes qu'il y a un autre chemin que celui que tu pensais tout tracé, il y a 500 kilos qui tombent de tes épaules et tu t'ouvres et t'ouvres ton cœur et la vie répond. Et qu'est-ce que c'est être utile pour toi, justement? Pour moi, être utile, c'est... Je suis même pas sûre en fait que le mot utile soit vraiment juste, c'est être au service. J'ai besoin d'être au service de quelque chose qui est plus grand que ma petite personne. On l'a vu, j'ai eu ce côté très arrogante en entreprise avec toute cette personnalité que j'ai pu expérimenter. C'était magique de pouvoir vivre la Margot dans sa puissance masculine qui va écraser l'autre. Et en devenant maman, il y a quelque chose de plus grand en fait. Il y a plus que moi. Déjà, il y a moi plus un enfant qui en fait passe avant moi. Et quand on a envie d'être au service, c'est être au service de quelque chose de beaucoup plus grand, donc au service de l'humanité, au service du bien-être, au service de l'ouverture du cœur. Et ça va un peu aux antipodes du monde corporate, qui va être très centré sur l'argent. Donc j'ai dû apprendre à me rendre compte qu'on pouvait être centré sur le cœur et, et à suivre ça. Donc pour moi, oui, vraiment être au service, c'est être au service de ton cœur et de ce qui résonne, et plus au service du dieu argent, hein, qui était vraiment le régisseur de mon quotidien jusqu'à ce moment-là. Alors pour toi,
Être au service de son cœur, ça a voulu dire quitter justement ce milieu corporate. Mais est-ce que il y a une voie où justement on ne pourrait pas être au service de son cœur dans le milieu corporate? Je suis sûre qu'il y en a une. Moi, j'ai pas pu la trouver parce que je pense qu'il y avait une dissonance dans le fait que je travaillais déjà à l'étranger et que ce que je vivais était tellement intime que même en parlant parfaitement l'allemand et l'anglais, j'arrivais pas à exprimer ce que je vivais dans mon cœur de française et le mettre dans l'allemand ou l'anglais. Je pense qu'il y avait vraiment une espèce de dissonance comme ça. Et en plus, comme c'est une entreprise dans laquelle j'avais grandi, ce changement était tellement important que c'est comme si face à moi, les gens comprenaient pas cette nouvelle personne qui était en train d'émerger. Et moi-même, j'arrivais pas à comprendre comment être avec ce besoin de sens dans un monde corporate, dans le milieu de la pharma, qui est un milieu, bon, comme tous les milieux, hein, chaque milieu a vraiment ses codes. Mais là, il y avait trop de dissonance, j'ai pas réussi à trouver. Et je pense que j'avais besoin de cheminer en dehors de tout ça pour pouvoir aujourd'hui y revenir, mais en tant qu'accompagnante, en tant que coach, en tant que consultante, parce que j'ai pu faire le chemin externe de moi, grandir, comprendre qui je suis, en comprenant le milieu de l'entreprise pour aller chercher comment est-ce qu'on peut ramener du sens tout en étant au service d'une entreprise, parce qu'on est content d'avoir des produits dans le quotidien, on est content d'avoir des médicaments de la pharma, mais je suis sûre qu'il y a moyen maintenant de mélanger les deux. Mais pour ça, il fallait que je sorte de cet égrégore, de ces entreprises, pour pouvoir le voir depuis un point de vue extérieur et beaucoup plus sage. Quand tu es au milieu de l'entreprise, tu es prise dans les jeux de pouvoir, les jeux de rôle, les jeux de gouvernance, la politique, ce qui fait que c'est beaucoup, enfin pour moi à l'époque, c'était beaucoup plus difficile de venir implémenter tout ce que je voyais dans mon cœur, même si j'ai essayé en tant que responsable de la culture d'amener plus de diversité, d'amener plus une autre vision, mais j'avais pas les épaules que j'ai aujourd'hui. Et du coup, tu as remis beaucoup de conscience sur qui tu es aujourd'hui, ce qui s'est passé. Si tu te mets toi dans ton rôle là d'aujourd'hui et que tu regardes justement la Margot qui était en corporate, quels sont les premiers signes que tu n'as pas écoutés du coup, parce que tu le nommes toi-même, que tu es têtu, etc. Quels étaient les premiers signes dans ta carrière, dans ton chemin, que tu as décidé d'ignorer en fait? Les premiers signes, c'était que je m'ennuyais très rapidement dans chaque job. Je pense qu'au bout de 6 mois, j'avais fait le tour du job, sans devenir la meilleure dans le job, mais je comprenais ce qu'on voulait de moi et donc je m'ennuyais très très vite. Donc j'avais besoin régulièrement de nouveaux projets, de changer, ce qui n'était pas évident pour mes managers à gérer. Certains ont su très bien gérer, ça a été génial, et d'autres étaient débordés par mon besoin de tester mille et une choses. Donc on voyait déjà que j'étais très atypique pour le monde de l'entreprise. Et en plus, j'avais une vision très tournée vers l'humain et parfois pas assez vers le projet. Donc ça allait pas forcément avec les attentes du management et donc j'étais pas toujours compatible avec ce qu'on attendait de moi. Et j'étais très frustrée parce que je ne comprenais pas que le rôle du manager était justement d'obéir à ces guidelines de l'entreprise de bah, tu dois vendre plus, tu dois faire plus de chiffre d'affaires, tu dois positionner ceci, cela. J'étais en réaction, en colère contre eux, alors qu'en fait, c'était juste que j'étais pas au bon endroit, parce que eux faisaient leur job, et moi, je voulais pas vraiment faire le mien, en fait. Qu'est-ce que tu dirais à un manager qui justement ne se sent pas à sa place et en fait, lui a justement à répondre à ces objectifs que fixe le top management et qui, lui, est au contact peut-être de profils comme toi ou de profils qui s'épanouissent en entreprise, mais pour qui il y a une dissonance, il y a justement quelque chose qui bloque. En fait, c'est au final, on en revient aux valeurs. C'est comprendre que les valeurs de l'entreprise sont pas forcément les nôtres, et que quand on rentre dans une entreprise, on vient pour obéir à des valeurs. On vient pour respecter ces valeurs, on vient pour nourrir ces valeurs. Et si la dissonance est trop grande avec nos valeurs à nous, ça va être compliqué sur le long terme, ça c'est ma vision du monde. Et si l'entreprise nomme des valeurs qu'en fait elle ne respecte pas, ça peut, chez des personnes comme moi, qui vont avoir cette sensibilité, nous faire exploser en vol parce qu'il y a une incohérence entre ce qui est écrit et ce qui est vécu. Après, je pense qu'il y a aussi besoin vraiment parfois de dézoomer des situations et de se dire en fait, c'est quoi la big picture, c'est quoi le but de l'entreprise. Mon dernier job dans la pharma où je gérais un médicament pour guérir de la leucémie, la big picture, c'est des gens qui n'ont pas de traitement aujourd'hui reçoivent un traitement. Donc ça peut aussi aider quand on va avoir quelque chose comme ça, de rester, d'avoir envie d'œuvrer pour ce projet-là.
Maintenant, c'est sûr que dans la pharma comme dans d'autres milieux, il y a des choses qui vont être tellement dissonantes que, est-ce que cette idée de sauver les patients est suffisante pour moi ou est-ce que c'est trop en dissonance? Et donc ça demande de la clarté sur moi, qu'est-ce que je suis prête à faire et à quel prix par rapport à qui je suis? Si les valeurs de l'entreprise vont vraiment à l'encontre de la mienne ou de ma vision du monde, il y a un moment, pour moi, on tient pas. Ou alors le corps va lâcher parce que la tête veut tenir, mais le corps dit clairement que c'est pas possible. Mais là, aujourd'hui, tu vois, tu me partages ça avec beaucoup de clarté. Mmh. Mais on le sait bien que quand on est justement dans le job et qu'on a toutes ces responsabilités, on n'y voit pas clair, en fait. Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à une personne dans ce cas? En fait, on n'y voit pas clair parce qu'on prend pas le temps de se comprendre nous-mêmes. On en revient, en fait, si on regarde nos vies. Tu fais ta primaire, ton collège, ton lycée, ton école de commerce, d'ingénieur, de ce que tu veux, t'enchaînes des stages, tu trouves ton premier job, ton deuxième job. À quel moment tu te poses? À quel moment tu te poses pour comprendre qui t'es devenu une fois que tu as quitté le domicile familial? À quel moment tu te poses pour comprendre à quel point les croyances de ta famille, les croyances de ton éducation, les croyances de tes collègues sont en train de créer quelque chose et de projeter quelque chose sur toi qui est pas juste? Et le seul moyen pour avoir la clarté que j'ai aujourd'hui, pour moi, ça a été hyper violent de tout quitter du jour au lendemain parce que sinon, c'était un précipice qui s'ouvrait sous mes pieds. Maintenant, comment le faire quand on sent qu'on commence à glisser et qu'on n'est pas bien? C'est se faire accompagner, c'est se poser des questions. Aujourd'hui, on a la chance, entre les podcasts, YouTube, les livres, avoir accès à une multitude d'informations, mais c'est prendre le temps de ralentir. C'est vraiment ralentir et se poser cette question que j'aime beaucoup, qui peut paraître violente, mais sur mon lit de mort, qu'est-ce que je vais regretter? Et moi, je regrette pas. Je sais que je vais pas regretter de ne pas être allée à un meeting et je vais pas regretter de ne pas avoir bossé 80 heures semaine. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de tristesse en me rendant compte que j'ai, entre guillemets, perdu 10 ans de ma vie à bosser des horaires de malade, à mettre ma santé en danger, à boire de l'alcool à outrance à toutes les soirées qu'on pouvait avoir, à surcompenser avec du sucre et n'importe comment pour tenir la pression que j'avais en interne, que personne me demandait, hein, mais que je me demandais à moi-même. J'ai beaucoup de tristesse en me disant, de tes 23 à 31, tu t'es sacrifié. Et pourquoi au final? Pour un super éveil. Mais j'aurais aimé peut-être le faire plus rapidement, peut-être pas 8-9 ans à dépérir. C'est intéressant parce que tu vois, tu viens de nommer la notion de regret. Et tout à l'heure, quand tu me racontais ton parcours, tu me nommais aussi que quand tu as été maman, tu t'es posé la question de OK, quel héritage je laisse derrière moi? Et du coup, ça me fait enclencher sur les personnes que tu accompagnes, parce que tu as accompagné beaucoup de personnes, que ça soit retrouver du sens dans sa vie pro ou dans sa vie perso. Est-ce que tu as un exemple qui t'a marqué, peut-être un exemple qui te parle par rapport à toi, par rapport à ton histoire? J'en ai plusieurs. J'ai accompagné autant des top managers que des personnes en reconversion, que des personnes qui se lançaient tout juste. Et ce qui est incroyable à chaque fois, c'est qu'on a une tendance à se dire oui, oui, mais ça, c'est mon passé. Et j'adore quand quelqu'un me dit ça parce que pour moi, c'est game on. Ok, on va aller voir ce que tu veux surtout pas aller voir dans ton passé qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation. Récemment, j'ai accompagné une top manageuse qui était coincée par un plafond de verre et donc, on est allé voir qu'est-ce qui s'était passé. Et à chaque fois, dans ces plafonds de verre, elle avait autour d'elle des hommes qui ne la soutenaient pas, qui l'écrasaient, ou elle se sentait pas bien, ou elle n'osait pas être elle-même. Et en allant creuser son histoire, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Un père absent, qui n'avait jamais un mot positif pour elle, qui n'était pas encourageant. Et donc, cette volonté, en fait, de toujours prouver au père qui elle était. Et elle se retrouvait donc en entreprise à revivre ça, à devoir prouver à des hommes qui n'étaient pas présents, ou qui étaient méprisants, ou qui ne voyaient pas la, son potentiel, à devoir leur prouver en fait qu'elle avait une valeur alors que eux ne voulaient pas l'avoir. Et quand on a vu ça, ça lui a permis de dézoomer en fait tout ce qu'elle était en train de vivre, de se rendre compte qu'elle revivait encore et toujours cette même histoire par rapport à son père, et donc de faire la paix avec tout ça et de se rendre compte qu'elle n'est pas obligée de plaire à tous ces hommes, qu'il y en a plein qui seront pas capables de voir sa valeur, mais qu'il y en a plein d'autres qui vont être capables de la voir et qui vont avoir envie de la soutenir. Et ça, c'est une histoire que je retrouve chez tellement de femmes et qui résonne en fait avec la mienne dans le sens où ma mère n'a pas été vue par son père, ma grand-mère a été abandonnée par cet homme qui l'a mise enceinte. Il y avait un truc autour du rapport à l'homme qui était un peu flou dans tout ça, un peu vouloir leur prouver en fait la valeur, vouloir leur prouver qu'ils passaient à côté de quelque chose.
Et j'ai eu, comme de par hasard, que des managers hommes. Il y en a un avec qui c'est bien passé et le reste, ça a été à chaque fois une catastrophe parce que je me retrouvais à un moment dans un combat de coq, un peu de je veux te prouver que j'ai de la valeur. Et en fait, ça partait pas du bon endroit. Ça partait d'un endroit de besoin de reconnaissance qui en plus ne m'appartenait pas entièrement. Et donc, bah, ça marche pas. Et est-ce que tu vois, je suis obligée de poser la question, mais est-ce que, parce que là, on vient de tourner beaucoup autour de la femme, est-ce que tu as l'exemple inverse, où justement c'est un homme, parce que je sais que tu accompagnes les hommes aussi. C'est intéressant chez les hommes parce que c'est très différent en fait. Quand on accompagne des hommes, l'émotionnel est très très différent. Et chez eux, c'est parfois une espèce de colère sourde qui est là et qui revient aussi souvent dans l'éducation, dans ce qui est très violent. Parfois chez ces hommes, c'est la violence qu'ils se font à eux-mêmes de réussite et une réussite parfois imposée par le père ou par la famille qui a tellement d'espoir, surtout si c'est le seul garçon de la famille, ça met un poids énorme sur leurs épaules. Et je me retrouve avec des hommes parfois qui ont une colère, et cette colère, elle se dirige vers toute personne qui peut être autour d'eux. Et c'est pour moi très réparateur aussi de les observer depuis un autre point de vue et plus être leur subordonné ou leur employé, mais vraiment être leur partenaire pour aller comprendre cette colère en fait d'où elle vient. Et on en revient en fait à comprendre juste nos émotions basiques qu'on n'a pas appris, qu'on apprend aujourd'hui aux enfants dès 3 ans avec des petites cartes sur les émotions. Et je me dis que parfois en fait en tant qu'adulte, on devrait relire nos cartes des émotions pour comprendre à nommer qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère. Parce qu'en fait, ces colères-là, elles sont sournoises parce qu'elles viennent de blessures de l'enfance, souvent, qu'on a voulu oublier parce qu'il y a de la honte autour. Et donc, on vient créer de la toxicité chez les hommes et chez les femmes parce qu'il y a une énorme blessure qui sointe, mais qu'on a couvert de couches pour l'éviter. Si je résume, c'est vraiment apprendre à se connaître, en fait, remettre de la conscience sur nos mécanismes, peut-être comprendre notre histoire. Et tu accompagnes des leaders aujourd'hui, des leaders que tu emmènes sur la voie du cœur, sur la voie de la conscience. Qu'est-ce que pour toi le leadership conscient? En fait, on est tous leaders, que tu sois manager ou pas, on peut être tous les leaders de notre vie. Et ce que j'ai beaucoup vu dans les entreprises, c'est des gens qui tendent à être leaders, qui te disent qu'ils sont leaders, mais en fait, ils sont simplement managers. Être un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui va déjà se connaître et qui va œuvrer depuis l'intérieur, donc en accord avec ses valeurs. Et je vais le relier à un de mes leaders qui m'a beaucoup marqué, qui était quelqu'un qui ne jugeait pas ou très peu. En tout cas, jamais devant son équipe. Qui était très posé et qui posait des questions, en fait, qui te poussait à réfléchir par toi-même pour avancer dans ta recherche d'informations, dans ta recherche de projets. Et donc, un leader conscient, c'est quelqu'un qui va avoir cette intelligence aussi mentale et celle du cœur, et qui va œuvrer depuis ça. Et pour avoir cette intelligence, il faut se connaître soi-même, il faut savoir d'où on vient, comprendre où sont nos points de rupture, nos points de blessure qui vont nous faire réagir. Et donc savoir que si tu pètes un câble parce que ton employé est en retard, le sujet n'est pas l'employé en retard, mais sans doute toi qui as un rapport au temps lié là aussi à 99% à ton enfance. Et ces leaders-là, ils ont une puissance qu'un manager ne peut pas avoir parce que le manager souvent va être en mode soldat, va obéir à une hiérarchie. Le leader va prendre en compte la hiérarchie, prendre en compte son équipe, prendre en compte qui il est et va avancer pour le bien-être collectif. Et c'est là où on fait des miracles en entreprise. Et en quoi être un soldat, c'est entre guillemets négatif, ou du moins ce n'est pas le plus contributif pour une entreprise ou au sein d'une entreprise? En fait, le soldat a son intérêt en temps de guerre, quand on veut se défendre, quand on se sent attaqué. Le soldat a un intérêt parce que il va obéir à une hiérarchie et rien remettre en question, ou alors s'il remet en question, il se tait. Et je pense que aujourd'hui, au vu de l'histoire, on a besoin de questionner, mais de manière intelligente, mais on a besoin d'avoir des espaces de questionnement parce que sinon, on en arrive à créer des situations qui sont absurdes, violence contre violence, en mettant des soldats qui vont devoir se battre l'un contre l'autre alors que ça fait pas sens. Et dans les entreprises, si les gens obéissent simplement et qu'ils se sentent pas reliés aux valeurs de l'entreprise et qu'ils se sentent pas reliés à la conscience du projet, qu'ils voient pas l'objectif, ça tient pas sur le long terme. Et on en arrive à des burn-out, à des maladies, à des gens qui ont plus envie de travailler parce qu'en fait, le soldat, il s'éteint. Donc si je comprends bien pour toi, c'est vraiment retrouver son leadership intérieur qui peut être une des clés pour que les sociétés et les employés au sein de ces sociétés soient plus épanouis?
Je pense qu'en fait, on va pas avoir le choix parce qu'on a des générations qui arrivent, qui questionnent encore plus. Nous, je pense qu'on est une des dernières générations à avoir autant supporté et en même temps, quand je regarde les gens de ma promo, il y en a tellement qui ont fait des virages à 360. On, on voit qu'il y a un besoin de sens, on voit qu'il y a un besoin de compréhension, on voit qu'il y a un besoin de plus qu'un salaire et une voiture de fonction. En fait, ça suffit plus. Et pour moi, c'est pas dire contre le monde de l'entreprise et pour le monde de l'entrepreneuriat, mais c'est aller trouver un équilibre entre les deux. En fait, trouver un équilibre entre un monde de l'entreprise qui demande de plus en plus, parce qu'on est dans un monde qui va encore plus vite, et des êtres humains qui sont en recherche de sens. Et est-ce que quelque part, l'entreprise pourrait pas être un endroit pour justement prendre tout ça en conscience et permettre aux employés d'éviter de passer par la case burn-out? Est-ce qu'on ça pourrait être une KPI intéressante, je pense, pour toutes les grandes entreprises qui ont des taux d'absentéisme et de maladies qui montent ces dernières années. Il y a un souci. Oui, en plus, c'est un réel coût financier Ouais. pour l'entreprise. Et on le sait aujourd'hui que ce n'est pas si simple que dans tous les secteurs d'ailleurs, de trouver des employés qui soient engagés, qui aient envie de travailler justement. Mais en fait, on en revient au sujet de tout à l'heure qu'on avait, c'est beaucoup de gens prétendent, ou beaucoup d'entreprises vont prétendre vouloir œuvrer depuis certaines valeurs, mais c'est juste affiché sur le papier et c'est pas du tout vécu de l'intérieur. Et ça fait vriller les employés. Et j'étais à un événement au Luxembourg où un grand dirigeant d'entreprise partageait l'une de ses filles qui a juste 14 ans lui disait, mais les entreprises, elles écrivent des choses, mais elles le font pas. Pourquoi? Et c'était tellement beau de voir ça dans la naïveté de l'enfant qui est en train de se développer et qui est la future génération qui va travailler, qui dit clairement, le corporate bullshit qu'on voit partout de on est centré pour nos clients, plus personne n'y croit. On est centré pour la bourse, on est centré pour les résultats financiers. Ce qui fait qu'on est dans le monde dans lequel on est aujourd'hui avec de plus en plus de maladies, de plus en plus de pertes de sens et de plus en plus de gens qui envoient tout balader pour créer une autre vie. Mais ouais, on a besoin de faire bouger les choses. Et est-ce que pour toi, faire bouger les choses, ça commence justement, peut-être pas par le top management, mais par justement ces employés qui vont en quête de sens, et pas forcément, comme tu disais, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais pour se connaître et savoir ce qui les rend épanouis et ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie de laisser derrière eux. Pour moi, c'est un mélange des deux, mais quand on regarde l'histoire, et on peut le voir au niveau de la Révolution française, si les deux bougent pas, c'est compliqué et ça finit de manière radicale. Et donc, pour moi, il y a besoin des consciences des deux côtés. C'est comme quand on dit aujourd'hui, il faut plus de femmes à la tête des entreprises, il faut plus de diversité. Oui, mais on ne peut pas arriver seul à la tête de l'entreprise. On a besoin d'hommes, on a besoin que tout le monde s'ouvre à ce besoin de changement et ensemble, on vienne créer ce changement pour pouvoir permettre un autre climat. Et croire qu'on va réussir à créer autre chose en faisant encore les mêmes choses, on va pas aller très loin. Et là, c'est pareil, en bas et en haut, en fait, dans tous les niveaux de l'entreprise, tout le monde peut se remettre en question et chacun peut agir à son niveau. Et d'ailleurs, toi, tu le vois dans tes accompagnements, tu as à la fois du top management et autant des cadres, des responsables, pas forcément d'ailleurs, des personnes qui gèrent des équipes qui viennent pour se faire accompagner par toi. Il y en a à tous les niveaux, des gens qui souffrent et qui sont pas heureux, mais ils osent pas parler. Et dès que tu commences à en parler, là, tu vois des personnes que tu n'aurais pas imaginé te dire, en effet, moi aussi, je souffre de ça, je souffre de cette politique, mais je sais pas quoi faire. Parce que je suis un homme, donc je peux rien dire pour les femmes. Parce que moi, j'ai un bon salaire, donc je peux rien dire pour ceux qui gagnent moins. Et c'est incroyable de voir ça, qu'en fait, on n'ose pas parler. Mais dès que quelqu'un amène le sujet, les langues se délient. Et là, tu te retrouves avec plein de personnes qui ont envie d'œuvrer, mais qui savent pas comment. Et c'est là où je me dis qu'il y a de l'espoir. Et qu'est-ce que justement si tu avais 3 conseils à donner à ces personnes qui se sentent un peu bloquées, soit dans leur cage dorée, tu vois, qui ont envie de plus de sens ou qui ont envie justement de contribuer, d'être moteur du changement. Quels seraient tes 3 conseils? En fait, ça dépend vraiment de c'est quoi l'envie de cœur. Moi, je voulais quitter l'entreprise, donc j'aurais eu besoin du conseil de prends le temps de ralentir, observe tes finances, parce que tout quitter du jour au lendemain comme je l'ai fait, on peut se le permettre quand on a un certain niveau de salaire et qu'on a des économies de côté, mais sinon ça peut être compliqué. Et donc c'est de ralentir pour déjà prendre conscience que ça va pas,
voir si je me mets en arrêt maladie, si je prends un congé de quelques mois sans solde, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est urgent pour moi. Se faire accompagner parce que tout seul, c'est vraiment douloureux. Et que un point de vue extérieur va t'apporter des pistes que tu n'auras pas par toi-même. Et puis, c'est pas transformer un problème à long terme en un problème à court terme. Donc, dans mon cas, c'était la peur de ne pas pouvoir retrouver de CDI, de ne pas retrouver le moyen de financer mon quotidien, mais j'avais des économies. Et donc, je transformais quelque chose qui serait un problème dans 1 an en un problème dans 2 semaines. Et c'est là où tu perds pied, quand tu commences à avoir peur de quelque chose, de qu'est-ce qui pourrait se passer si. Et c'est là où ton mental est brillant, parce que ton mental veut pas quitter, même si c'est inconfortable, mais ton mental veut pas quitter quelque chose qu'il connaît. Inconfort égale croissance. Avec cette boussole, on peut aussi avancer, de prendre conscience que c'est inconfortable de changer. C'est pas facile de quitter un job, c'est pas facile de chercher un nouveau job, c'est pas facile de se lancer à son compte. En fait, c'est pas facile. Et si toi, tu cherches la fluidité, la simplicité, alors ça n'ira jamais. Par contre, si tu as conscience que oui, c'est un chemin qui demande de l'inconfort et que tu es prête à te faire entourer, te faire accompagner et que tu es prête à dépasser cet inconfort, là, il y a des choses qui vont bouger. Mais ne pas croire que ça va être facile. Ne pas croire les réseaux sociaux, ne pas croire que c'est normal de faire 10 cas par mois, comme on te le dit partout. En fait, c'est épuisant. Les réseaux sociaux, pour moi, sont vraiment mauvais pour tout ça. On pense que c'est facile. Mais non. À aucun moment, c'est facile. Et les nuits sans sommeil, les crises de larmes, le stress, il est parfois plus brutal une fois que tu as quitté une cage dorée. Par contre, avec les bons accompagnements, avec les bons conseils, avec le bon mindset et le cœur ouvert, les choses, elles bougent. Quel a été justement, toi qui es passé par cette transition où justement tu as quitté cette cage dorée et tu es passé par justement tous ces pleurs, ces doutes, ces peurs. Voilà, si t'avais, enfin, qu'est-ce qui t'a tenu sur tout ce chemin? Parce qu'au final, c'est un chemin. Oui, c'est un chemin qui prend plusieurs années. Si je le regarde, ça fait 5 ans que je le marche. Et même au bout de 5 ans, il y a encore des hauts et des bas. Mais ce qui me tient, c'est quand on s'arrête et que tu regardes d'où tu viens. Même là, même quand j'étais dans mes jobs en pharma, quand je regardais tout ce que j'avais fait, c'est impressionnant en fait, de juste regarder tout ce qu'on a dépassé, et pas qu'au niveau pro, au niveau perso, toutes les drames, les challenges, les rencontres, les difficultés. Tu peux être fier de toi. C'est aussi prendre le temps en fait de te dire ce que personne ne pourra te dire à ta place, c'est que je suis fière de moi. Je suis fière de tout ce que j'ai dépassé, du courage, de la volonté. J'ai rien lâché. Et quand j'ai lâché, j'avais un écosystème. Et l'écosystème, il est essentiel. L'écosystème de personnes qui m'aident à croire en moi, qui croient pour moi les jours où j'arrive pas à croire pour moi. Et c'est OK. Et là aussi, arrêter de croire que tu dois manifester la vie de tes rêves et que ça va être fluide. Il y a des jours où tu vas plus y croire, il y a des jours où tu as envie de jeter l'éponge, il y a des jours où tu refais ton CV. Et c'est OK, en fait, ça fait partie du chemin. Il est merveilleux ce chemin parce qu'il est plein de couleurs. Et est-ce que du coup, j'extrapole, donc est-ce que au final, ça n'a pas été reconnaître toi ta propre valeur plutôt que d'aller chercher justement cette valeur à l'extérieur de soi par le salaire, par les bonus, les presses de tes supérieurs? Je crois que ça, c'est le point le plus dur. On a appris que notre valeur, elle dépend quelque part de l'argent. Souvent, dans l'enfance, ou pour beaucoup de personnes, tu recevais de l'argent de poche par rapport à des résultats. Bon, c'était pas mon cas, mais C'était le mien. c'était le tien. Et je connais plein de personnes, voilà, tu as une bonne note, tu reçois de l'argent, tu as fait ça, tu reçois de l'argent. Et en entreprise, tu avais tes bonus, et sinon, tu avais ton salaire, en fait, de toute façon. Donc, tu avais fait des bonnes études, tu avais un bon salaire. Donc, il y avait une espèce de lien à effet entre j'ai bien fait, donc je reçois beaucoup, ou je reçois quelque chose que je perçois comme pas mal au début, et puis en fait, au bout de quelques temps, je me dis que je veux plus, parce qu'il y a aussi un espèce de truc toxique, plus t'avances, plus tu veux. Et en fait, c'est un engrenage dans lequel moi, je me suis perdue parce que c'était jamais assez. Et c'est quand je me suis retrouvée au chômage sans rien, parce que j'ai posé ma démission, que je me suis rendu compte qu'en fait, je dépensais pour tout et n'importe quoi. J'avais un budget Amazon qui était mais ridiculement haut et qui s'est arrêté en fait du jour au lendemain où j'ai posé ma dème. Ma consommation de champagne, de chocolat et d'Amazon a disparu. Et j'ai découvert ça un jour en ouvrant la porte de mon frigidaire parce qu'il y a une barrette de chocolat qui est tombée, tellement il était plein de chocolat parce que je continuais à acheter, mais j'en consommais plus. Et c'est pas évident, notre rapport à l'argent. En tout cas, moi, mon rapport à l'argent a été
une énorme partie du travail et sans doute la raison pour laquelle j'ai mis autant de temps à oser me lancer dans l'entrepreneuriat, tellement j'avais peur de manquer. Ça, c'était ma grosse blessure à moi, ma grosse peur à moi. Mais une fois que tu as conscience de ça, tu le sais, et dès que ton cerveau il est là, gna, 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 tu vas pas payer tes factures, bon bah tu le sais, tu le connais, c'est ta petite bête intérieure qui est là pour te faire douter. Sauf que ta valeur, elle dépend pas d'un numéro sur ton compte en banque et ouais, elle dépend d'autre chose. Mais ça demande de reprogrammer ton inconscient et ton conscient et ton dialogue intérieur pour accepter que l'argent ne veut rien dire de toi. T'étais animée du coup beaucoup par cette peur justement de manquer. Est-ce qu'il y a encore des choses, est-ce que tu as encore des peurs aujourd'hui dans ta vie actuelle, que ça soit pro, perso? Non, non, tout va bien, j'ai été super bien coachée. Tout va super bien, tout est facile. D'ailleurs, je suis avec ma Lamborghini. Bien sûr qu'il y a des peurs, sinon c'est pas drôle. En fait, le chemin est pas drôle s'il n'y a pas de peur. J'ai longtemps eu la peur de qu'est-ce que mon réseau va penser de moi. Parce que le coming out entrepreneurial, il n'a pas été évident pour moi de me dire qu'est-ce que mon réseau va dire. Et ça a été très drôle ce jour-là que j'ai fait mon coming out sur LinkedIn. Vraiment, j'ai l'impression de faire un truc énorme. Et les gens sont venus me voir en message privé. Mais bravo Margot, c'est super ce que tu fais. Et c'est drôle. C'est drôle la perception qu'on a de nous. Et les gens qui critiquent sont pas venus me le dire. Donc en fait, au final, tout va bien. J'ai pas reçu de critiques négatives. J'ai eu que des retours positifs. Et ceux qui n'avaient pas envie de m'en faire, m'en ont pas fait. Et c'était parfait. Donc on se crée beaucoup de peur. Je pense que la peur du manque est différente aujourd'hui. C'est plus... c'est différent en fait. Maintenant, ça fait plusieurs années que j'ai plus de salaire. Donc je me suis habituée à ces fluctuations. Il y a des mois où ça reste inconfortable. Il y a des mois où je redoute et des mois où mon mental se remet. C'était quand même cool d'avoir un salaire. Ouais, mais bon, il fallait être tous les matins au bureau, jusqu'à tous les soirs, plus les certains week-ends, plus les déplacements. En fait, arrête de voir que le côté cool d'avoir de l'argent et vois l'autre côté de la pièce qui était... tu vendais ton âme et tes heures de vie pour un salaire et un taf qui te rendait pas heureuse. Parce que j'ai rien contre le fait de reprendre un job, hein. C'est juste, il faut que ça soit aligné avec moi. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout envie de... Enfin, je le sais dans mes tripes que c'est pas mon chemin aujourd'hui. Ça le sera peut-être dans 10 ans, mais aujourd'hui, reprendre un job salarial, non. J'adore pouvoir mélanger les projets, les rencontres, les personnes. C'est ça qui me nourrit. Et donc, dans mon bureau, j'ai mes mantras qui me rappellent pourquoi je fais ça. Et dans les jours de down, quand ça suffit pas, j'ai mes coachs, j'ai mes amis, j'ai les personnes qui sont là pour me dire que tout va bien. Est-ce que tu veux nous partager des mantras, ceux qui t'accompagnent maintenant? Donc, inconfort égale croissance, c'est vraiment l'un de mes mantras les plus importants. C'est aussi changer le vocabulaire autour de l'argent, autour du manque. Arrêter de se dire oh, ça c'est cher, mais aller payer avec gratitude. Donc, ça, c'est des choses que j'ai mis en place de l'argent. Quand je me fais accompagner par quelqu'un, je me dis pas waouh, c'est cher, je me remercie de m'offrir l'accompagnement. Parce que je sais que c'est avec ces accompagnements que je grandis. Et quand je vais rémunérer cette personne ou le projet ou la chose que je m'offre, il y a vraiment une gratitude de le faire parce que c'est un moyen. Et donc, ça change vraiment le rapport à l'argent d'arrêter de râler que c'est cher. C'est tellement français et et ça nous abîme. Oui, en fait, c'est changer ce mindset pour ne plus voir le verre vide, donc en fait ne pas voir la dépense, mais voir l'investissement qu'il y a derrière ce que l'on reçoit, en fait. Est-ce que ce chemin de... Parce qu'on parle beaucoup de conscience, on sent dans tes propos que tu te connais vraiment avec finesse, mais c'est pas toujours évident de se connaître, parce qu'il y a beaucoup de masques. D'ailleurs, au tout début de ton parcours, tu portais beaucoup de masques. Qu'est-ce qui a fait que tu arrives aujourd'hui si bien à te voir toi et que tu accompagnes les autres justement à se voir eux-mêmes? C'est vraiment un cheminement, hein, parce que si je regarde quand est-ce que j'ai commencé mes premières thérapies, je devais avoir 18-19 ans la première fois que j'ai vu un psy, et j'en ai 37 aujourd'hui. Donc, j'ai cette volonté de chercher le sens depuis que je suis toute petite. Déjà, enfant, je me demandais à quoi sert la vie. C'était vraiment une question, mais qui me retournait le bide de à quoi ça sert. Quand je voyais la violence à la télé, à quoi ça sert? Vraiment, j'ai une quête très, très intime et très spirituelle, en quelque sorte, d'aller chercher le sens de la vie. Et j'ai découvert Viktor Frankl, qui est un psychiatre qui a survécu au camp de concentration, qui a créé la logothérapie et qui, lui, a donc appliqué la méthode qu'il avait développée avant de se retrouver en camp de concentration. Il l'a appliquée à lui-même et aux gens autour de lui pendant cette expérience dans les camps, qui était d'aller chercher le sens, parce qu'à partir du moment où tu as un sens,
tu vis ta vie autrement et même ton rapport à la mort est différent. C'est quand j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas victime de la vie, mais que j'étais quelque part au service de la vie et que la question, c'est pas qu'est-ce que j'attends de la vie, mais qu'est-ce que la vie attend de moi, que beaucoup de choses ont commencé à changer par rapport à mon ego. Parce que oui, j'avais des masques et un ego super puissant, mais c'était des protections par rapport à toutes ces peurs, en fait. Et je pense une peur immense de la souffrance, une peur de la mort, une peur de pas comprendre l'humain. Et donc, quand tu vas rencontrer tes peurs et que tu cherches à comprendre, ça peut prendre un certain temps, mais ça te permet aussi de te comprendre toi, parce que mon rapport à la souffrance est par rapport à mon histoire. Ton rapport à la souffrance va être très différent. Il y a des sujets qui, moi, vont me faire pleurer de douleur, qui, toi, te toucheraient pas, et inversement. Et c'est en allant comprendre qu'est-ce qui, moi, me fait souffrir, de quoi j'ai peur, que j'ai pu rencontrer aussi les parts les plus sombres de moi et les plus violentes, en fait, parce qu'on a tous énormément aussi de violence à l'intérieur de nous, que j'ai pu déconstruire tout ça. Et donc, la Margot arrogante qui avait besoin d'écraser l'autre pour exister, une fois qu'elle s'est sentie entendue et que j'ai déconstruit cette peur de mourir, bah, tout à coup, les masques qui tombent beaucoup plus simplement parce que bah, y a plus cette peur-là. Et ça, enfin, moi, ça m'a amené beaucoup de paix. Et là, vraiment, la question, qu'est-ce que la vie attend de toi? Ça change tout. Et quand quelqu'un qui se retrouve en camp de concentration te dit ça, te dit, t'as toujours le choix. Même comment est-ce que tu veux mourir à l'entrée de la chambre à gaz, t'as le choix. Et en fait, t'as un choix de tenue qui est soit digne. En fait, être digne de la vie, même dans le pire. Donc, ça demande un sacré chemin d'en arriver là. Mais moi, c'est quelque chose qui a guéri une part de moi qui avait besoin de comprendre et qui a compris qu'en fait, la question, c'est pas pourquoi, mais c'est qu'est-ce que moi je viens faire et qu'est-ce que moi j'en fais. Et tu peux choisir d'être digne. À tout moment, tu peux choisir d'être digne. C'est un choix. Oui, d'ailleurs, comme tu peux choisir, si tu le décides, de ne pas faire ce chemin ou de le commencer puis de ne pas le terminer ou de... Enfin, moi, je dis toujours que c'est un peu... Enfin, c'est une spirale, en fait. Et constamment, on fait des choix qui nous emmènent dans plusieurs directions et tout est OK, en fait. Oui, c'est un chemin qui est douloureux. C'est un chemin qui est pas confortable. Le chemin d'avoir la foi en la vie, c'est un chemin qui vient te chercher dans tes profondeurs et dans ta noirceur. Donc, bien sûr qu'il y a plein de personnes qui vont pas au bout, et c'est OK, vraiment, c'est OK. Mais pour moi, c'est en allant voir qui tu es vraiment dans tes peurs, dans tes craintes, dans tes angoisses, et dans tes rêves, dans ta joie, dans ta lumière, que tu comprends pleinement qui tu es, et que là, tu vas vivre une vie qui est plus juste. Et donc, il n'y aura pas moins d'adversité, il n'y aura pas moins de douleur, il n'y aura pas moins de souffrance, mais il y aura une compréhension qui rendra tout ça beaucoup plus doux, plus joyeux. Et donc, la peur sera plus un frein, ça sera un moteur. Et c'est là où je pense que le dev perso d'aujourd'hui nous perd, à nous faire croire que si tu travailles sur toi, tout va mieux. Oui, en quelque sorte, ça va mieux. Mais t'as d'autres épreuves qui t'attendent, heureusement, comme dans un jeu vidéo. Si tout à coup, ça devient tout facile dans ton jeu vidéo, tu t'ennuies et tu le fais pas. La vie, c'est pareil. S'il n'y a pas d'expérience douloureuse, t'avances pas. Donc, c'est prendre conscience que oui, tu peux travailler sur toi pour aller mieux. Tu auras les clés qui vont faire que tu vas gérer avec plus de justesse, plus de légèreté, et donc que la vie sera plus belle. D'ailleurs, tu viens de nommer le dev perso. Est-ce qu'il y a une chose sur qu'on entend dans ce milieu qui te fait un peu cringe, mais presque qui t'irrisse les poils, je dirais, tu vois, au-delà du cringe. Nous faire croire que c'est facile. Faire croire que... on le voit, enfin, il y a un gros sujet autour du coaching, de l'accompagnement, que ça soit n'importe quelle sorte de coaching ou d'accompagnement. Il y a beaucoup cette croyance de la solution miracle. Et tu te vois quand tu te fais démarcher sur LinkedIn par des gens qui te vendent des méthodes de vente, alors ils ont la solution miracle pour que tu fasses tes 10 cas par mois. Et c'est pareil pour le dev perso. On te dit, en 6 séances avec moi, non, en fait, c'est peut-être pas 6 séances, c'est peut-être 3 ans de thérapie avec moi que tu vas aller mieux. Et peut-être qu'en 6 séances aussi, tu iras 100 fois mieux, j'en sais rien. Mais on nous demande aujourd'hui de proposer une transformation, sauf que chaque humain va être différent. Et donc pour moi, tous les coachs, les accompagnants qui te vendent une transformation comme le but ultime de leur accompagnement, je comprends qu'ils ont besoin de se positionner, mais c'est qu'une partie de la vérité, en fait. Ça se trouve, toi, tu iras bien au-delà, et d'autres personnes n'iront même pas au tiers de cette transformation, parce que, on vient de le nommer, aller se transformer, c'est aller voir ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. Donc j'ai beaucoup de mal avec cette idée que c'est facile. Parce que c'est pas facile, ça demande un travail quotidien sur toi.
Et c'est pas que avec ton coach ou ton thérapeute, c'est aussi dans les lectures, dans comment tu te nourris. Si tu continues à regarder BFM TV et qu'on fait du coaching ensemble, bon, bah, enfin, moi, je peux faire tout ce que je veux. Mais si c'est BFM TV qui te nourrit le reste du temps, c'est comme si on veut faire un régime et que tu continues à manger ton Nutella matin, midi et soir. En fait, je peux faire tout ce que je veux en tant que coach sportif ou coach mindset. On va pas aller loin. Et c'est là où on a cette croyance que si on va se faire accompagner, c'est l'accompagnant qui va tout régler à notre place. Et c'est là où on se trompe. C'est toi qui fais. Moi, je suis juste un outil. Toi, c'est ta volonté à toi. Et plus tu vas vouloir, plus je vais être précise et plus je vais être pertinente. Mais si je dois te porter tout le long du chemin, moi, je m'épuise. Et donc, il y a un moment, on peut pas arriver à la ligne d'arrivée parce que moi, je suis épuisée avant et toi, t'as abandonné. Oui, et puis c'est justement remettre les choses de manière juste et ne pas aller chercher un sauveur et pour l'accompagnant aussi, ne pas se mettre dans ce rôle de sauveur. Ouais. Parce que quand on est animé par cette conviction profonde qu'on veut accompagner l'humain, qu'on veut aider le collectif ou l'humain à se sentir mieux, bah, c'est plus difficile pour un accompagnant que de ne pas se mettre parce qu'on a envie et qu'on voit et qu'on sent le potentiel justement de la personne. Mais c'est de respecter justement son libre arbitre et à la personne elle-même, de l'autre côté, de le prendre en fait. Oui, et puis parfois, tu as quand même des cas que tu accompagnes qui sont tellement douloureux. Enfin, j'ai accompagné des cas très graves de violences diverses et variées. Et tu as face à toi des personnes qui sont dans une détresse immense, qui ont testé mille et une méthodes de psychologie, de psychiatrie, d'antidépresseurs, de coaching, de thérapie, et qui arrivent avec une détresse qui peut venir résonner aussi avec toi, avec ta propre détresse. Et c'est là où, pour moi, on a besoin de mettre beaucoup d'éthique dans comment on accompagne et qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire. Et en même temps, laisser à l'autre son libre arbitre et sa puissance. C'est en rendant à l'autre sa puissance qu'on avance. J'ai eu une cliente récemment où elle me disait: «Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas». Je fais: «Mais en fait, moi non plus, je sais pas. Je peux pas savoir pour toi et je veux pas savoir pour toi». Et ça a été un électrochoc. Et en fait, je lui ai dit, je fais: «Mais si tu veux pas savoir, dans ces cas-là, bah, c'est OK, mais on s'arrête là et il y a pas de souci de s'arrêter là». Et ça a été un moment, mais tellement beau parce que elle s'est effondrée et là, on a touché quelque chose qu'elle protégeait, en fait, parce qu'elle voulait pas savoir, pas parce qu'elle est bête ou qu'elle a pas envie d'avancer, mais parce qu'il y a une douleur énorme. Et donc, c'est jongler entre être la personne qui va maintenir le cadre, tendre la main quand c'est nécessaire et savoir lâcher pour qu'elle puisse marcher toute seule. Et Mm. ça demande d'être hyper flexible, mais donc ça me prouve que je peux pas te vendre une solution, je peux pas te vendre une transformation. Je peux m'adapter à qui tu es, je peux voir avec toi quels sont tes buts, mais par contre, ça va dépendre de comment tu avances, quoi. Mm. Et, et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis vraiment guidée par cette histoire de Viktor Frankl, du sens, de la logothérapie, de vivre une vie par le sens. Et pour moi, ça passe par plusieurs étapes. Donc, comprendre qui tu es, comprendre d'où tu viens, aller comprendre tes racines, en fait, quelle est ton histoire, quelle est l'histoire de ta famille, qu'est-ce que tu portes et que tu n'as pas vu. Et ça, c'est une étape qui, pour moi, est essentielle. Et une fois qu'on a vu cette étape, c'est aller chercher quels sont tes rêves, quelles sont tes valeurs et relier, en fait, tous ces petits points. Ma force, ça va être de comprendre ton histoire, tes rêves, là où tu es aujourd'hui et là où tu as envie d'aller. Et parfois, là où tu as envie d'aller, c'est juste 1 millimètre de côté par rapport à là où tu es déjà. Mais ce millimètre, il est parfois, tu as l'impression que c'est le Kilimandjaro à faire. Alors qu'en fait, une fois que toi-même tu as compris ton histoire, bah, on va pouvoir le faire avec beaucoup de douceur et de justesse pour toi. Et parfois, le pas de côté, c'est faire un grand écart et tout quitter pour aller élever des chèvres dans une bergerie, si tu veux. Pour moi, c'est ça, en fait. La transformation, elle va vraiment dépendre de qu'est-ce que tu as mis en place. Est-ce que, comme moi, tu as mis tellement de barrières en place que tu t'es enfermé dans un métier que tu as peur de quitter et donc là, bah, va falloir déconstruire un peu toute ton histoire et toutes tes croyances. Ou est-ce que tu as vraiment su écouter ton cœur et tu n'es déjà pas très loin de ton résultat final, mais tu as besoin de ce coup de pouce, de cette réassurance, cet écosystème que je peux fournir qui va être là pour te tenir la main pour les derniers mètres que tu n'oses pas faire toute seule. Et donc, c'est un mélange où j'aime beaucoup utiliser tout ce qui va travailler sur l'inconscient, donc avec l'hypnose, la méditation, des exercices qu'on appelle psychomagiques qui vont permettre d'aller débloquer les rêves que tu as enfouis au fin fond de ton cœur mais que tu n'oses pas nommer.
Et puis, mettre du coaching dans tout ça parce que, le coaching te rend le pouvoir et te rend les rênes de ta vie. Et ça, c'est pour moi, c'est des moments magiques où on va pouvoir autant travailler avec ton mental qu'avec ton inconscient et donc te permettre de nommer ce qui est vraiment important pour toi. Est-ce que tu as un moment magique avec justement un de tes coachés? Une femme, elle avait le problème en entreprise qu'elle osait pas, elle osait pas parler. Elle osait pas prendre la parole et ça la mettait en colère. De pas oser dire les choses ou pas oser lever la main devant tout le monde. Enfin, vraiment, il y avait une espèce de truc comme ça, toxique, qui l'énervait énormément. Et donc, on a creusé son passé. Et cette femme venait de Pologne. Et donc, avec une famille de femmes qui ont survécu à la Russie, donc à l'URSS, à la Seconde Guerre mondiale qui était très, très violente pour la Pologne. Et donc, des femmes qui ont dû se taire pour survivre. Et on a commencé à déconstruire tout ça. Et en fait, ce qui m'a amenée sur ce chemin, c'est que pendant qu'elle me disait qu'elle osait pas prendre la parole, elle faisait un mouvement de vraiment se trancher la gorge, quoi. C'était hyper violent. Et comme je suis très sensible au non-verbal, ce mouvement-là, j'étais là, genre, ça va pas du tout, quoi. Ça me mettait dans un inconfort. Et c'est comme ça que je suis allée creuser son histoire, parce que c'était pas le but, en plus de ce coaching ce jour-là. Je me suis dit, mais c'est passé quoi? Et, et quand elle a réalisé ça, et que moi, je lui ai dit, je fais, tu sais que tu m'as fait ce mouvement-là de te trancher la gorge, ça a fait un clic dans sa tête. Et ça a été, mais ça en était presque comique, ça a libéré un truc de manière instantanée. Elle est passée à autre chose, et le lendemain, il n'y avait pas de souci pour pouvoir s'exprimer. Enfin, c'est rare que ça soit aussi rapide. Mais là, la prise de conscience, elle a été tellement forte et tellement puissante. Elle a remercié les femmes de sa famille de s'être tues parce que c'est ça qui les a maintenues en vie. Et elle a compris que elle avait le devoir de s'exprimer pour rendre la parole aux femmes de sa lignée. Et ça a transformé en fait sa vision d'elle-même et comment elle pouvait se tenir en entreprise. Et c'était vraiment, enfin, c'est ce genre de coaching où tu sors toi-même, tu as le sourire jusqu'aux oreilles parce que tu sais que tu as été très juste et que ça va changer sa vie. On approche de la fin et j'ai une question que j'ai vraiment envie de poser. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Margot? Parce qu'on le sait, ton chemin n'a pas été, tu l'as nommé toi-même, ça n'a pas été simple. Autant avant, quand tu étais, on va dire, plus inconsciente, même si j'aime pas utiliser ce mot. Et ensuite, à partir du moment où tu as remis de la conscience, justement, on l'a dit, que ce chemin n'est pas facile. Donc, qu'est-ce que tu dirais maintenant, toi, à la jeune Margot? La jeune Margot, elle se sentait très dépassée par ses émotions en permanence. Et ces émotions, en fait, c'est ce qui lui a permis d'avancer dans un monde qu'elle comprenait pas très bien. Donc, c'est la rassurer sur le fait que, en effet, elle est sans doute très différente dans sa vision du monde, mais que c'est OK et que ça va se calmer tout ça. Ça va se calmer au fur et à mesure qu'elle va faire des rencontres. La vie a été très chouette avec moi pour des super rencontres. Il y en avait des moins sympas, mais qui m'ont fait avancer aussi. Donc, c'est lui dire de rien lâcher et que même si elle voit pas le sens de tout ce qu'elle fait dans ces grandes entreprises, ça va lui donner un bagage intellectuel, stratégique, marketing qui vaut une mine d'or et que donc, en fait, elle ne perd pas son temps, mais qu'elle prépare la coach, la consultante qu'elle est en train de devenir et que tout ça, c'est vraiment une chance pour elle d'avoir pu travailler dans autant de grandes entreprises avec des rôles aussi intéressants. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais justement à voilà, une personne qui est actuellement, peu importe si elle se sent bloquée justement dans ce job corporate qui ne la nourrit pas, ou tout simplement une personne qui sent qu'elle a envie de remettre du sens mais qui ne sait pas par où commencer? Il y a plusieurs étapes, mais la première, elle est vraiment de ralentir. Ralentir, ça veut dire pas ton téléphone, pas ChatGPT, pas tes parents, pas tes potes, personne, juste toi. Ralentir toi avec toi-même, prendre un papier, un crayon, partir en week-end au fin fond de la campagne ou à la plage où tu veux pour écrire, pour te reconnecter en fait à qu'est-ce qui te fait vibrer. Que ce soit par l'écriture, que ce soit en faisant du coloriage, du dessin, ce que tu veux, faire quelque chose de très manuel. Revenir à des choses super manuelles, à aller marcher en nature, pas d'écran et pas de bruit extérieur pour pouvoir te réentendre. Et si c'est trop difficile de faire ça, c'est trouver quelqu'un qui va t'aider à le faire. Parce que pour moi, c'est la première étape. Quand on ne sait pas où on veut aller, ça sert à rien de chercher à tout prix où est-ce qu'on va aller. Mais c'est donc revenir simplement à faire le bilan de où est-ce que je suis aujourd'hui, d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que j'ai fait. Vraiment mettre sur papier mes compétences, mes apprentissages, quelque chose de très cartésien
pour voir déjà tout ce que tu as fait et qui tu es en fait par rapport à tout ça. Et après, aller tranquillement questionner. Mais cherche pas le résultat final maintenant. C'est pas, sinon, tu vas déborder ton cerveau, tu vas te mettre encore plus de pression. Et l'idée, c'est de lâcher la pression. Donc, en revenant vraiment à faire un statu quo et puis partir de là. C'est beau. Surtout qu'au final, on ne sait pas la destination finale C'est et on vrai. l'apprend pendant le chemin. Merci beaucoup, Margot. Merci Sophie, c'était très chouette ce moment avec toi. Et je te rends, du coup, le micro d'Outside In. Merci à Sophie et merci à moi-même de m'être prêtée à cet exercice. Cet épisode pour parler d'un parcours qui va peut-être résonner avec certains d'entre vous. L'idée, c'est pas de chercher qu'est-ce qui est pareil, c'est de chercher qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui vient te poser la question que tu as besoin d'entendre. C'est quoi le partage, c'est quoi la question qui t'a mis un frisson, qui t'a fait monter les larmes aux yeux et qui te montre que tu as besoin d'aller creuser quelque chose aujourd'hui en toi. Pour moi, se faire accompagner est quelque chose d'essentiel, que ça soit par un thérapeute, que ça soit par un psy, un psychiatre, un médecin, qui tu veux. Mais fais-toi accompagner. Ça te permettra de gagner énormément de temps et aussi de te sentir soutenu dans ce processus de transformation, qu'il soit aussi radical que le mien ou simplement un pas de côté. Ça vaut vraiment tout l'argent que tu vas investir dedans et même plus encore. Alors prends soin de toi, prends ce temps d'introspection, éteins ton téléphone, je vais aussi éteindre le mien, et pose-toi quelques questions. C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu ne veux pas avoir manqué au dernier jour de ta vie? Quelle est la vie qui t'inspire vraiment? Et quel est le premier pas que tu peux faire dans cette direction? Merci. Et à très vite sur Outside In, le podcast des leaders en conscience.